revenir sur justement la sexualité, parce que vous allez nous parler aujourd'hui de Marie-Antoinette. Qui la pauvre, au début, a eu du mal avec sa sexualité. Tout à fait, on reste finalement au cœur du sujet, comment désir d'enfant, le désir d'enfant, et effectivement Marie-Antoinette et Louis XVI ont fait l'objet la veille de la Révolution d'une gigantesque campagne médiatique de lynchage. C'est peut-être la première grande campagne de lynchage médiatique vécue en France, et cela est dû effectivement à leur incapacité d'avoir des enfants. Donc, ils se sont mariés dès l'âge de 14 ans, 15 ans. Effectivement, Louis XVI n'était pas un foudre de guerre, si l'on peut dire, par rapport à ses ancêtres qui étaient Louis XV ou Louis XIV. Et le problème, tout de suite, ça a donné lieu à des caricatures, des pamphlets, et on a parlé de l'impuissance du roi. Et l'impuissance du roi, c'est quelque chose de terrible dans la société française, symboliquement, oui, parce qu'un roi qui est incapable de faire l'amour à sa femme est considéré comme incapable de gouverner le pays. En France, c'est vraiment... C'est la puissance phallique. Oui. C'est la puissance phallique, parce que c'est vrai qu'il y a une tradition monarchique, on parlait de Louis XIV ou d'Henri IV, le vert galant. Les Français de cette époque avaient la nostalgie d'Henri IV, le vert galant, tous ces rois justement qui mettaient en scène leur vie sexuelle. Et donc Louis XVI, le pauvre Louis XVI, c'est peut-être le seul roi de France qui n'a pas eu de favori, de maîtresse ou de favorite, alors que c'était un roi extrêmement bon, généreux. Alors je me permettrai une digression qui va peut-être vous étonner, et vous allez peut-être aussi toucher en touche, mais est-ce que c'est pas aussi un peu le problème d'Emmanuel Macron, qui ne semble pas être un homme j'allais dire avec une puissance phallique extraordinaire? Vous mettez le doigt dessus, puisque justement j'allais en parler. Ça a des résonances particulières aujourd'hui. Effectivement, c'est vrai qu'on ne sait pas, on ne voit pas comment vous expliquer. La foule de tout temps en France se virilise à mesure que le roi perdait ses moyens. Et donc, comme aujourd'hui, on voit bien qu'on n'a pas un chef d'État à poigne, vraiment, on ne connaît rien sur sa sexualité, qui reste un mystère. Enfin, certains ont des petites idées, mais effectivement, la sexualité de notre chef d'État est plutôt mystérieuse, nous pouvons le dire aujourd'hui. Et donc, en France, ça passe pas. C'est vrai qu'il y a une tradition de puissance, parce que même si de virilité. Si on s'est moqué de François Hollande sur sa mobilette, etc., en même temps, ça a séduit beaucoup de Français. Vous êtes d'accord, Irène? Oui, c'est vrai qu'il y a un petit côté... Quant à Chirac, il était aimé par les Français, justement, Chirac, par son côté... bien sûr, absolument. 3 minutes, douche comprise. Voilà. Donc là, c'est justement, on est à l'opposé, et surtout, Marie-Antoinette va prêter le flanc à ces caricatures, ces pamphlets, parce que c'est une reine qui arrive en France, qui est donc une princesse autrichienne, bien sûr, qui arrive en France à l'âge de 15 ans, 16 ans, et elle va prêter le flanc à toutes ces critiques, ces caricatures, puisqu'elle est à la fois déjà très jolie, elle est l'opposé de son mari, c'est-à-dire qu'autant lui est mou, indécis, elle est gaie, enthousiaste, mais elle est aussi très 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 belle. Ça, c'est peut-être une des plus jolies reines que nous ayons eues, blonde, un teint de porcelaine, des yeux bleus magnifiques, des mains parfaites, elle est parfaitement formée, elle est l'arbitre des élégances, c'est elle qui donne le là dans la mode, dans l'Europe entière, sur ses coiffures, ses coups de cœur, ses robes, c'est absolument... Donc elle est particulièrement frivole, et le fait de ne pas donner d'héritier à la couronne pendant 7 ans, et d'avoir cette vie de bal, de fête, et d'avoir aussi tous ces nombreux amants qu'on va commencer à lui prêter, parce qu'effectivement pendant ces 7 années... Est-ce que vraiment elle a eu des amants? Et non, alors justement, c'est très injuste. Là, nous vivons l'injustice de cette époque, parce que non seulement elle n'a pas eu d'amants, mais elle avait tous ces hommes autour d'elle
qu'elle a entretenu. C'est vrai, le duc de Coigny et surtout le bel Axel de Fersen, on vit une époque là où nous sommes en 1780, 1790, et c'est effectivement la société française oublie la chape de plomb de la religion dont nous parlions tout à l'heure. C'est vrai que Louis XVI avait été élevé avec une éducation religieuse sévère. L'Église interdisait des positions sexuelles telles que la levrette, jugée trop animale. Elle mettait en avant les positions traditionnelles du missionnaire, par exemple, où c'est l'époque aussi du coitus interruptus qui va donner justement une véritable chute de la natalité qui commence en France à cette époque, à la fin de l'Ancien Régime. Et le problème majeur, donc, c'est ce roi que l'on dit impuissant, incapable de faire l'amour à sa femme. Alors justement, c'est faux. Il n'était pas impuissant. Il avait un problème génital, c'est-à-dire qu'il avait un phimosis. Donc on a des détails un peu croustillants justement du frère de Marie-Antoinette dans une lettre. Son frère Joseph explique comment ça se passait quand Louis XVI faisait l'amour à Marie-Antoinette. C'est terrible. Donc il avait des érections, il introduisait son membre, restait là sans remuer pendant 2, 3, 4 minutes parfois, et se retire sans jamais décharger, toujours bandant et souhaitant ensuite le bonsoir à la reine. Donc ça a duré pendant 7 ans. 7 ans, comme ça. Horrible, et il ne voulait pas que l'on l'opère, puisque déjà les médecins avaient compris que c'était un problème génital. Et finalement, c'était un problème de phimosis, oui. Au bout de 7 ans, il a accepté un coup de bistouri qui a permis de décaloter le gland royal. Et enfin, très rapidement, dans les 9 mois, ensuite, Marie-Antoinette put accoucher du premier enfant. Ils en eurent 3. Mais le mal était fait. Ça y est, la société française ne parlait plus que de l'impuissance du roi et des multiples amants de la reine. Et nous sommes à la veille de la Révolution, donc il y a des graves problèmes aussi parmi le peuple. Et on parle dans ces pamphlets, ça va aussi avec la naissance de la presse libre. On parle des fureurs utérines de Marie-Antoinette. Et les chansons, dans toute la France, on chante « Ah, Louis XVI, notre espoir ». Chacun disait cette semaine « Sire, vous devriez ce soir, au lieu des rois, tirer la reine ». Donc, ça va devenir... ça va se généraliser, et ces tracts pornographiques vont devenir de plus en plus répandus. Il faut dire que nous sommes à la grande époque du libertinage. C'est l'époque du Marquis de Sade, de ses romans « Les 120 jours de Sodome »,« Justine ou les malheurs de la vertu ». C'est l'époque en 1772 où Marquis de Sade est condamné justement pour une orgie absolument mémorable à Marseille, où il avait réuni 4 à 5 prostituées et tous ses valets dans une bacchanale ritualisée avec des séances de flagellation, de sodomie homosexuelle, hétérosexuelle, de distribution de cantharides, cette fameuse poudre aphrodisiaque. Et donc, effectivement, Louis XVI et Marie-Antoinette se retrouvent dans ce tourbillon et sans jamais pouvoir se défendre. Et donc, les gravures, les caricatures, j'en ai apporté quelques-unes. Elles sont absolument grandioses parce qu'on voit qu'elles sont léchées, elles sont travaillées. Et ça circulait dans toute la France. Ah oui, dans toute la France. Donc, bien sûr, à la radio, vous ne pouvez pas les voir, sauf peut-être sur Internet. On va essayer de les mettre sur Internet. Oui. Et c'est joli, remarquez. Elles sont jolies, c'est ce que je vous dis. Donc là, elles représentent les ébats, entre autres, de Marie-Antoinette avec Lafayette. Et la légende est terrible. L'Autrichienne, cette chienne lubrique qui suce l'or et le sang du peuple, complote la mort des patriotes et de la République. D'accord. Donc elle a vraiment été détestée par le peuple. Et elle ne le méritait pas, parce que même si elle a aimé ce bel Axel de Fersen, qui a été le grand amour de sa vie, mais son amour est resté platonique. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu de relation? Parce que c'est vrai qu'on... Alors, les meilleurs spécialistes parlent de caresses.
Quand même. De caresses. Mais la reine était trop intelligente pour savoir qu'il fallait absolument pas qu'elle tombe enceinte De quelqu'un, dans le contexte révolutionnaire. Ça aurait été vraiment... Alors, malheureusement, pour revenir aux conséquences politiques, c'est vrai qu'elle a eu un rôle néfaste pendant la Révolution parce qu'elle est restée fidèle à l'Autriche, son pays natal. Elle a même donné des plans militaires à l'armée autrichienne. Donc, on peut dire quelque part qu'elle a trahi la France aussi, ça c'est sûr. Mais ensuite, à l'époque de la terreur, elle a su mourir comme une grande reine qu'elle était. Et effectivement, ce que l'on peut dire en conclusion, c'est qu'elle est en fait la première femme moderne, la première reine moderne de l'histoire contemporaine. Elle voulait être autonome, vivre sa vie, choisir ses amis. Et c'est en cela qu'elle est la première grande féministe de l'histoire. D'accord. Merci Dimitri Casali en tout cas. Et puis on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine avec une autre femme qui a marqué l'histoire. Dans un instant, on va...